Je disais que Une discussion commence par les définitions et je voudrais être très précis dans la définition. Chaque fois que je dis en Afrique que je travaille sur l'esclavage, tout le monde croit que je travaille sur les traites esclavagistes et pense que je travaille sur les personnes qui ont été enlevées en Afrique et amenées en Amérique ou amenées dans le monde arabe, qui est la traite transsaharienne. Et je dois toujours préciser que l'esclavage, c'est un phénomène universel qui est connu dans toutes les sociétés humaines, que ce n'est pas seulement l'esclavage des colonies d'Amérique qui est la seule forme d'esclavage, que ça a existé dans toutes les sociétés humaines, y compris en Afrique, en Europe, en Asie, partout, et toutes les populations du monde, quelle que soit leur couleur de peau et leur nationalité aujourd'hui, ont connu l'esclavage, ont été mis en esclavage, qui est pour aller vite le fait de priver quelqu'un de sa liberté par un acte de violence. Il n'y a pas d'esclavage sans violence, ça n'existe pas. On est arraché à son terroir, à son lieu d'habitation et amené ailleurs. On ne peut pas être esclave chez soi. L'esclave, c'est l'étranger absolu. Il est toujours un migrant. Et on parle aujourd'hui beaucoup de migration, je vais y revenir tout à l'heure, mais la traite des esclaves, c'est une migration forcée. Et c'est cet arrachement par la violence qui est l'acte qui démarre la mise en esclavage. Quand l'acte est produit, celui qui est pris n'est pas encore un esclave. Tout au plus, c'est un captif. Il est en captivité. Mais quand on est en captivité, ça ne signifie pas qu'on est esclave. Sinon, tous les gens qui sont dans les prisons étaient des esclaves. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on est en captivité. Démarre un processus qui est très long de transformation de la personne libre en esclave. Peu importe où on l'amène. Peu importe quelle est la couleur de sa peau. Peu importe quelle est sa position sociale. Il pouvait être un roi, il a perdu une guerre, on l'amène. Il pouvait être un palefrenier, on lui enlève son cheval, on le jette et on l'embarque et il est parti dans le processus de captivité. Et il y a là, se met en place une machine de fabrication de l'esclave. C'est un processus. Malheureusement, le mot français esclavage décrit un état. C'est pourquoi je préfère le mot enslavement qui décrit un processus. Processus de dépersonnalisation. Il n'y a pas un esclave qui continue de porter son nom. On change rapidement son nom. Et puis, on le déshumanise par la violence. Et on le désocialise et surtout on le démémorise. Il faut enlever sa mémoire parce que celui qui garde sa mémoire encore n'est pas un esclave. C'est pourquoi le meilleur captif qu'on peut rapidement amener à l'esclavage, c'est un enfant. Parce que sa mémoire n'est pas encore suffisamment formée. Donc, on le met dans ce processus et une fois devenu, entré dans le processus jusqu'à un certain point, on peut dire que maintenant, il est esclave. Mais pour moi, c'est un processus qui est infini. Puisque l'être humain, par définition, je ne peux pas le démontrer, mais je le sens, il a toujours cette volonté d'être libre, quelle que soit la condition dans laquelle vous le mettez. Vous pouvez lui appliquer la violence la plus extrême, le transformer le plus radicalement, il gardera toujours ce que les Grecs appelaient le thymos, quelque chose qui fait qu'il a envie d'être libre et qu'il est prêt à se battre pour sa liberté. Et les esclaves, souvent, c'est une bataille de mort ou de vie. Toutes les révolutions anti-esclavagistes ont pour slogan la liberté ou la mort. Parce que ce qui se joue, c'est la vie elle-même qui va se jouer à ce niveau. Donc c'est ça que j'appelle esclavage. C'est différent de la traite des esclaves. La traite des esclaves, c'est un commerce de captifs. Quand les gens viennent d'être arrachés à la liberté, qu'ils sont en captivité, qu'on les amène dans un autre espace qui n'est pas l'espace auquel ils sont habitués. Ce commerce-là, c'est ça qui est la traite. Souvent, il est échangé contre un produit.
Et celui qui l'échange sait qu'est-ce qu'il va chercher. Donc les deux systèmes qui échangent connaissent les produits qu'ils veulent échanger. C'est ça qui le distingue de la troque ou du troc. En français, les deux genres existent, la troque et le troc. Et dans le troc, ce n'est pas parce qu'on échange des produits, c'est parce qu'on ne sait pas quel produit on va chercher au départ. Donc, on va faire le commerce, on a des produits, on va chercher des produits, peu importe le produit qu'on rencontre, on le prend. Sa différence avec la traite, c'est que dans la traite, on sait quel est le produit qu'on va chercher. On fait la traite de la gomme, on quitte les Pays-Bas, on va au Ghana actuel et on va chercher de la gomme. Ou peut-être pas au Ghana si on cherche de la gomme. On va dans la Mauritanie pour chercher de la gomme. On sait quel est le produit qu'on va chercher et on sait quel est le produit qu'on amène. On peut faire la traite de la gomme, la traite de l'or, mais c'est toujours un commerce de longue distance. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait aussi la traite des captifs. Et malheureusement, il est arrivé que la traite, la migration forcée de population la plus énorme dans l'histoire, c'est la traite atlantique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Tout le monde pense, quand on dit esclavage, tout le monde pense à la traite atlantique. Si quelqu'un est capturé au Fouta, on l'amène à Gorée, il échappe et arrive à retourner au Fouta, il n'est pas un esclave. Il retourne dans son statut. À l'embouchure du fleuve Sénégal, un décor onirique que les Français ont surnommé Saint-Louis. Coincée entre l'Atlantique et le fleuve Sénégal, la ville s'est construite sur 3 visions. 3 imaginaires empreints d'une certaine nostalgie. Là-bas en face, on aperçoit la langue de Barbarie. C'est sur cette bande de sable entre le fleuve et l'océan que s'est construite Saint-Louis. Guet-Endar est le quartier des pêcheurs. Ici s'entassent plus de 20 000 personnes. Une enclave située face à la Saint-Louis coloniale et de l'autre côté de la rive africaine. Une Saint-Louis africaine. Je suis un griot. Le griot, c'est comme le sorte troubadour, un messager qui détient un petit peu l'histoire de notre continent. Gardien de la tradition orale, Ablaye Sissoko s'imprègne de l'histoire qui transpire des murs. Voilà. Ici, on ressent l'esclavage, mais ça fait partie de notre histoire aussi. C'est plein d'émotions aussi, hein? Jusqu'au 19e siècle, Saint-Louis est un port d'embarquement dans la traite négrière. Alors ici, bon, vous voyez le quai qui est remplacé maintenant, c'est là où les chaloupes arrivent, la chaloupe de Gorée arrive de nos jours. Ben là, à l'époque, il y avait un pont en bois. Ici, on est en quoi? 1839. Vous avez en colonne les références iconographiques. Et donc, on fait de la petite réparation navale sur l'île aux chaloupes. C'est le nom que les Hollandais lui ont donné aussi. Alors, j'ai oublié de vous dire que Gorée s'appelle Gorée parce que les Hollandais ont trouvé que c'était une bonne rade, good rad, bonne rade. Voilà, donc c'est le nom. Les Français ont transformé le nom en Gorée plus tard. Et Gorée veut dire donc bonne rade. Alors c'est une bonne rade, mais c'est une mauvaise affaire pour contrôler la côte d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pâturage, c'est tout petit. C'est pour ça que les Portugais, dès le 15e siècle, vous l'avez vu, même le 16e siècle, ont abandonné Gorée et ont choisi le Cap Vert. Voilà, donc c'était très facile pour les rois du Sénégal de couper l'alimentation en nourriture en eau, et ils faisaient plier les Français ou les Anglais assez rapidement. Voilà, donc ça n'a jamais été une place forte qui pouvait permettre de contrôler toute la côte d'Afrique de l'Ouest, si ce n'est dans les rêves de cartographes, mais dans les faits, non, voilà, donc ils n'ont pas pu. À l'île de Saint-Louis, quand on traverse le fleuve, c'est une autre histoire qui défile, celle de la colonisation. Saint-Louis fut la capitale de l'Afrique occidentale française. Les Signares, qui étaient-elles? Eh bien, c'était des matriarches qui ont réussi à créer une micro-civilisation métisse, enfin mulâtre. Donc elles régnaient sur leurs enfants, leurs maris, etc. Et elles ont développé un système économique qui s'est construit autour de la traite de la gomme, de l'or, de l'indigo et de nombreux petits services comme la charpenterie, la maçonnerie, etc.
elles doivent leur fortune à cela. Au XVIIe siècle, c'était plutôt les cuirs et les cotonnades qui étaient sur la petite côte du Sénégal, et malheureusement industries qui ont été détruites par la France qui est arrivée et qui a commencé à installer la guerre en donnant des armes aux uns aux autres pour justement pouvoir acheter des prisonniers de guerre. Alors, la France est bien avant cela aussi, puisque ces signares sont nés justement, on les appelle les signares, en fait, c'était en fait des métis nés de relations entre des Français, c'est bien ça? À l'origine, ce sont des Juifs portugais des Juifs portugais en partie, et puis d'autres aussi, issus de familles modestes, qui ont fui le Portugal et qui se sont installés sur la côte du Sénégal, qui n'intéressait pas du tout le Portugal à l'époque, puisqu'ils allaient directement en Sierra Leone pour acheter des épices pauvres et des esclaves. Et donc ces chrétiens et juifs portugais se sont installés sur la petite côte du Sénégal, et là ils se sont mariés à des femmes sérères ou à des filles du roi du Sine Saloum. Donc ils ont développé très rapidement un artisanat en utilisant justement les savoir-faire locaux, un artisanat qui était basé sur la production massive de cotonnade, donc à base de coton et avec l'aide de tisserands, et ils ont inondé toute la région d'Afrique de l'Ouest avec cette petite industrie, on peut dire ça, une artisanale qui commençait à se développer, plus des cuirs. Ils arrivaient à exporter avec leurs enfants donc mulattes, donc les signares, qu'ils appelaient à l'époque signara au XVIIe siècle, qui veut dire señorita ou madame. Ils arrivaient à inonder toute l'Afrique de l'Ouest de cotonnade et la Hollande de cuir, c'est-à-dire le cuir de peau pris sur les animaux, jusqu'à 100 000 cuirs par an. Dites-moi, Franck Ferrand, on négociait quel genre de produits dans les pays d'Orient à l'époque? De toutes sortes de produits auxquels les Français vont finir par s'habituer. On rapporte d'Inde de la soie, du thé, des épices, autant de belles, de bonnes choses qui, au XVIIe siècle, sont encore évidemment des signes de richesse, des signes de grande aisance. Toutes ces marchandises, elles débarquent au siège de la compagnie qui va être fondée à Port-Louis, dans le Morbihan, 2 ans plus tard. Et juste en face, vous savez, il y a un chantier naval où on est en train de construire un énorme navire qui s'appelle le Soleil d'Orient, que toute la population a surnommé l'Orient. Eh bien, c'est comme ça que le nom de la ville va changer. Ça va devenir la ville de l'Orient, qui est pourtant très occidentale. À partir de la construction d'un navire, c'est marrant. Exactement, c'était le nom d'un navire au départ. Eh bien, l'Orient va prospérer grâce à la Compagnie des Indes, et c'est par ce port, entre autres, que transitera plus tard au XVIIIe siècle le fameux bois d'ébène. Mais s'il traverse l'Atlantique, c'est déjà très long. Déjà, rien que la traversée de l'Atlantique, avec toute la violence qui l'accompagne, vous avez le temps d'être déjà transformé et traité souvent en cheptel, comme un animal. Il y a une tentative de transformation. Aristote a fait de bons développements dessus parce qu'il était dans la société athénienne. Que c'est un esclave, c'est un animal assez particulier parce qu'il parle. Donc, c'est toujours difficile de le transformer en captif, en esclave, mais on peut y arriver. Donc, c'est ça, cette différence-là, je voulais vraiment l'établir. L'esclavage, c'est pas la traite des esclaves. C'est ça qui fait que un Africain peut mettre en esclavage un autre Africain. Un Européen peut mettre en esclavage un autre Européen. C'est arrivé. C'est la forme la plus répandue de mise au travail des humains dans l'histoire de l'humanité. Le travail libre, c'est né hier soir à l'échelle de notre histoire. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont soumis à l'esclavage dans les sociétés contemporaines. Donc cette distinction est très importante à faire entre esclavage et traite des esclaves. Moi, j'allais même dire traite des captifs, pour être plus précis. Parce qu'on est simple, justement, juste en captivité. Alors, je voudrais ici aussi partager avec vous le cheminement qui m'a conduit à l'étude des traites esclavagistes et des esclavages en Afrique. Et aujourd'hui, depuis toujours du reste, je travaille plus sur l'esclavage en Afrique, pas l'esclavage en Mississippi, ni en Bagdad, c'est les singes. Particulièrement, j'étais à Boston et j'étais dans un hôtel.
Et le matin, j'étais au restaurant. Et la personne qui nous servait pour le petit déjeuner est venue tout près de moi et elle m'a dit « Je suis content qu'il y a quelqu'un d'entre nous parmi eux. » C'était une phrase très énigmatique pour moi qui venait du Sénégal et d'une tradition francophone. Cette personne, si je vous la décris, je peux pour aller vite, je dois dire, elle était afro-descendante dans le vocabulaire américain. Et elle a dit, bien, je suis content qu'il y a quelqu'un d'entre nous parmi eux. Je considère que j'étais le seul noir dans les personnes qui prenaient le petit déjeuner à l'hôtel. Donc je voyais une catégorie qui permettait d'identifier une personne et de construire une identité d'appartenance à partir de la couleur de la peau. Donc elle, celle qui m'a dit cette phrase, elle considérait qu'elle et moi, on appartenait au même groupe et que j'occupais une position peut-être privilégiée d'être parmi les gens qui étaient servis, mais que ça lui donnait une satisfaction. J'ai dit, bon, si je reconstruisais, si je reconfigurais les identités ici, peut-être même que je serais de l'autre camp et qu'elle, elle n'est pas dans le même camp que moi. Et je découvrais progressivement combien était importante et combien était important le facteur de couleur de peau dans l'identification des personnes aux États-Unis. Y compris même quand vous n'appartenez pas dans la même classe sociale, vous pouvez être intégré dans un groupe d'appartenance qui se fondait sur la couleur de la peau. Donc ce facteur avait joué un rôle extrêmement important dans la construction des États-Unis d'Amérique. D'autant que ce n'était pas la première fois. La première fois que j'ai eu la catégorie comme identification, c'est dans l'avion même où on m'a donné une fiche à remplir. On m'a dit de dire si j'étais caucasien, latino, africain-américain ou autre. Et moi, j'avais mis à autre, ma race, c'était humain. Ça fonctionne dans les mémoires. Mais comment les historiens doivent adresser cette question? Est-ce que les historiens doivent suivre ces mémoires qui sont construites ou bien ils doivent dire aux gens pourquoi ils s'identifient comme ça? Et à quoi ça sert d'être identifié comme ça? Quelle est sa fonction et à quoi cela sert? C'est ça qui m'a amené, moi qui travaillais sur les prisons, à dire « Ah, mais je vais regarder comment les gens écrivent sur l'histoire de l'esclavage, sur l'histoire des traites esclavagistes chez les Africains. » Et j'ai proposé ça pour le congrès des historiens africains. J'ai fait mon résumé très rapidement, très naïvement en historien. J'ai écrit un résumé de 15 pages et avec un titre « Lecture africaine de l'esclavage et des traites esclavagistes » et j'ai envoyé. C'était accepté. Et je suis arrivé au colloque et on m'a donné la parole à mon panel qui se déroulait assez particulièrement parce que c'était un amphithéâtre rempli de personnes. Et j'ai fait ma présentation et c'était le 11 septembre 2001. J'ai fait ma présentation qui a déclenché une très vive polémique à ma très grande surprise. J'étais très surpris. Et ceux qui portaient le plus la charge, c'était ceux qui m'avaient enseigné l'histoire, comment on fait l'histoire. Je ne comprenais pas pourquoi il était aussi dur avec moi de dire que oui, tu t'introduis dans un sujet que tu ne maîtrises pas, tu n'as rien compris, et de suite. Mais j'étais à la table en m'interrogeant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis, je n'ai rien compris, je m'excuse? Ou est-ce que je dois vraiment dire ce que je pense réellement et être attaquant comme j'ai l'habitude d'être? Finalement, j'ai choisi de dire, bon, je vais mettre moi aussi mes bazookas et je vais tirer comme tout le monde. Alors, l'idée que j'avais dit, c'était simplement de dire que les lectures que j'avais faites des travaux des Africains, des historiens en particulier, c'est que souvent ils avaient accepté les mémoires. Deuxièmement, ils avaient accepté des facteurs qui étaient utilisés par les fabricants de l'esclavage eux-mêmes, les dominants dans le système esclavagiste, quel qu'il soit, que ce soit l'esclavage en Amérique, l'esclavage en Afrique ou l'esclavage partout ailleurs,
les historiens avaient tendance à accepter les facteurs que les esclavagistes utilisaient, ils les ont acceptés comme valables pour construire l'histoire. Deuxièmement, la façon d'étudier la traite des esclaves, ça m'avait un peu étonné, qu'on l'étudie seulement au moment du contact entre les compagnies européennes et le moment où ils achètent les esclaves. Comme pour le dire, je le dis souvent dans mes cours à l'université, je dis que ce que je regarde concrètement, c'est que j'ai l'impression que quand en Afrique on parle des traites esclavagistes, je ne dis pas esclavage, mais des traites esclavagistes, j'ai l'impression que les esclaves tombent du ciel sur Gorée, qu'ils ne viennent pas de l'intérieur. Et si on veut vraiment comprendre le phénomène, et le comprendre est très important pour nos sociétés, il faut regarder toute la chaîne. Il ne faut pas regarder le maillon final de la chaîne, vous n'aurez rien compris. Vous pouvez, bien sûr, attaquer les Européens, vous les appelez blancs, c'est votre problème, mais vous pouvez les attaquer et dire que vous êtes victime. Ça, c'est le schéma le plus simple et le plus facile. Mais vous pouvez le rendre plus complexe en regardant toute la chaîne. Et là, si vous regardez toute la chaîne, vous avez la chance d'échapper aux mémoires. C'était ça ma position, donc, qui mettait en responsabilité, bien sûr, l'initiative de la traite atlantique. Les bénéfices de la traite atlantique ont été pour l'Europe. C'est les compagnies européennes, pas tous les Européens qu'on va mettre dans la catégorie de blancs ou de je ne sais pas quel facteur naturel pour les définir, qui sont en responsabilité, mais il y a des Européens qui ont eu l'initiative en organisant avec la naissance de l'économie mercantile et un système qui s'appelle capitalisme, à initier un phénomène nouveau qui démarre au XVe siècle et qui arrive sur les côtes africaines. Mais cette initiative qui a largement bénéficié à l'Europe, qui a participé vigoureusement à son développement en forçant à la migration les Africains sur l'Amérique, est impossible entre le XVe et le XVIIIe siècle sans qu'il y ait des segments des sociétés africaines qui participent à la production du système. S'il n'y a pas des Africains qui participent à la production du système, le système ne peut pas marcher. Et ces Africains, ils ne le font pas parce qu'ils sont ignorants, ils ne le font pas parce qu'ils sont faibles, ils le font par une lecture très claire de leurs intérêts, puisque les sociétés africaines sont aussi complexes que les autres sociétés. Si vous acceptez que vos sociétés ne sont pas aussi complexes, que simplement que vous étiez là au XVIIe siècle, des gens sont venus dans les villages ramasser les gens et les amener en Mississippi, vous décrivez vos sociétés comme des sociétés ineptes, hors de l'histoire, et vraiment, j'avais utilisé le mot, si vous considérez que vos ancêtres sont idiots, moi je considère que mes ancêtres ne sont pas idiots. Ils sont très intelligents, ils ont eu à être impliqués dans un processus historique où ils avaient leur propre agency, ils avaient leur propre agenda, et c'est ça qu'il me faut comprendre. Justement, pour sortir, puisque le système qui a été mis en place au XVe siècle se poursuit jusqu'aujourd'hui. On dit souvent que l'histoire éclaire le présent. Dans le cas de la traite, parfois c'est le présent qui permet même de comprendre la traite. Il faut bien regarder les sociétés africaines contemporaines dans le rapport à l'Europe. Et justement, on pourra le discuter sur les migrations actuelles. Donc les migrants, ce n'est pas seulement les personnes. Il y a d'autres migrants qui sont invisibles et dont on ne parle pas. Et ces migrants-là actuels, ce qui se passe actuellement permet de bien comprendre ce qui s'est passé entre le XVe et le XVIIIe siècle. Le lien entre ces multinationales et les élites africaines actuelles, et le modèle d'économie de prédation qui est produite dans les sociétés africaines contemporaines, qui fait que les ressources de ces sociétés sont capturées et extraites du continent, comme la force de travail était extraite du continent, qui n'est plus consacrée à l'éducation, qui n'est plus consacrée à la santé, qui ne donne plus des emplois. Ces multinationales qui détruisent ces sociétés en connivence avec les élites africaines provoquent les migrants actuels qui sont des migrants volontaires, entre guillemets.
Alors qu'entre le 15e et le 18e siècle, le même capital et compagnie européenne arrivent sur les côtes africaines, s'accordent avec des élites africaines, pas toutes les élites, hier comme aujourd'hui, pour provoquer une migration forcée en rapport avec les transformations de l'économie mondiale, avec les transformations qui se déroulent autour de l'Atlantique et qui construisent notre monde actuel. Donc, pour bien comprendre l'ancien monde, il faut regarder le monde qui est à nos pieds. Malheureusement, on le regarde en nous enfermant dans des frontières nationales qui ne permettent pas de les comprendre. La même chose, dans l'ancien temps, les définitions des gens, les facteurs qui sont utilisés pour les définir sont des facteurs mémoriels et les historiens, je pensais, ne les avaient pas suffisamment attaqués pour les déconstruire et permettre de les comprendre. Il y a eu une connivence entre compagnies européennes et segments des élites africaines pour que la traite soit possible. Je ne dis pas l'esclavage, la traite soit possible. Que des Africains capturent d'autres Africains, les acheminent sur la côte et les vendent à des Européens. Et les compagnies européennes vont construire avec leurs intellectuels une catégorie qui est la catégorie d'êtres noirs pour justement camoufler le phénomène historique devant lequel on était placé. Et je vais revenir sur ces catégories de couleur de peau, comment ça a fonctionné et comment ça fonctionne et qu'est-ce que cela signifie pour moi. Tout de suite, quand on a fini le panel, je suis sorti, j'étais bien fâché. Et des Européens, je dois dire même peut-être des Blancs, sont venus me voir dans mon coin. J'étais seul, mais vraiment furieux contre tout le monde. Et ils m'ont dit, je vous félicite, vous êtes très courageux de dire ce que vous avez dit. Je pense la même chose, mais je n'ose pas le dire parce que si je le dis, on va m'accuser de raciste. Et des Africains, donc des Noirs, j'utilise leur catégorie, sont venus me voir dans mon coin et m'ont dit, mais non, ne te fâche pas, tu as raison ce que tu dis. Mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Moi, tout de suite, dans ma naïveté, j'ai dit, mais où sont les historiens? Parce qu'on ne peut pas se définir en noir et blanc quand on veut étudier un phénomène. On se définit en historien, on se définit dans les sciences humaines, c'est ça qui nous réunit. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous réunit. Et j'ai décidé à partir de ce moment de travailler sur le sujet. Et j'ai décidé depuis lors, parce que pour moi, c'était un enjeu extrêmement important. Et c'est ce processus qui m'a amené à questionner les mémoires, comment on se représente soi-même dans cette histoire et qui est le producteur de ces facteurs identitaires et quel effet cela a dans l'écriture de l'histoire. Moi, j'ai pensé qu'il faut inverser la perspective pour considérer que ce qui est advenu en Libye comme un laboratoire qui est comparable à celui des chimistes ou des physiciens dans notre quête de compréhension du passé et du passé de l'esclavage et des traites esclavagistes. On a pensé que c'était des survivances de pratiques d'un autre âge. Je me suis posé la question, en est-il réellement ainsi ou cherchons-nous à nous voiler la face? Le présent libyen, loin d'être un cas isolé, on peut penser aux mines, aux plantations, aux guerres civiles, grandes consommatrices de main-d'œuvre servile infantile en Afrique et ailleurs dans le monde, éclairent d'un jour nouveau les traites esclavagistes et les esclavages du passé. Bien sûr, ce n'est pas le même phénomène. Les contextes historiques sont si radicalement différents qu'aucun historien n'aura la naïveté de croire que c'est le même trafic qui se reproduit sur des siècles de distance. Je ne vais pas vous faire de longs développements sur la période saharienne ou sur juste vous dire que cette période a duré 12 siècles, a concerné quelque chose comme 7 à 9 millions, les chiffres varient. Cet héritage est très peu interrogé puisqu'il interpelle bien sûr des mémoires et des connivences de rapports entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe dans la période des luttes anticoloniales. C'est pourquoi il y a eu un silence des historiens africains comme des historiens arabes sur la traite transsaharienne.
Et ici, il est important de revoir comment les Africains entrent dans l'écriture de l'histoire. Ici, quand je parle d'histoire, c'est l'histoire universitaire, et particulièrement dans le monde francophone. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que véritablement les premiers historiens africains universitaires commencent à s'interroger sur l'histoire de l'Afrique. Jusque-là, la colonisation a eu comme justificatif de sortir l'Afrique des sociétés qui ont une histoire. L'historicité des sociétés africaines, la négation de l'historicité des sociétés africaines a été un puissant instrument de la colonisation. Il n'y a pas d'histoire en Afrique. Si vous prenez le modèle hegelien de l'histoire, de lever du soleil jusqu'à son coucher, le soleil n'est pas passé en Afrique. L'Afrique, aussi loin que l'on remonte, est restée à l'état ethnologique, toujours égale à elle-même et fixe, et embourbée dans la nature. L'esprit ne s'y développe pas, au sens hegelien du terme. Alors, il faut s'interroger sur cette conception-là et quel effet cela va avoir. Les historiens africains, la première tâche qu'ils se sont donnée, c'était de remettre l'Afrique dans l'historicité. Mais ça, c'était un besoin du mouvement anticolonial, de déconstruction de l'idéologie coloniale. C'était un besoin pour accompagner le mouvement anticolonial. La colonisation a dit l'Afrique n'a pas d'histoire. Les historiens africains vont dire l'Afrique a une histoire. Mais quelle histoire? Il fallait que cette histoire soit le plus identique possible de l'histoire de l'Europe. L'Europe avait imposé le modèle d'histoire qu'on devait écrire. Et personne ne s'est interrogé sur sa déconstruction que très récemment. Et cette histoire, elle était une histoire chronologique linéaire et qui était bâtie sur le modèle de Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Antiquité, bien sûr, tous les Européens, y compris les Norvégiens et les Islandais, ont leurs ancêtres en Grèce et à Rome. C'est vraiment la mémoire plate. Donc, on est allé rechercher ses ancêtres le plus loin possible dans l'Antiquité, Rome et Grèce. Quel est le challenge des historiens africains? C'est de trouver quelque chose qui ressemble exactement à ça, de plus ancien ou au moins aussi ancien, aussi brillant, avec les mêmes possibilités d'écrire son histoire. Parce qu'à l'époque, l'histoire n'avait pour source que l'écriture. Il n'y avait pas d'autres sources. Les sources orales étaient disqualifiées. Un peu l'archéologie était acceptée. Mais les historiens africains vont trouver dans l'Égypte qui est en Afrique le modèle même parfait. Parce qu'il est plus ancien que Rome et la Grèce et que même il a enseigné à Rome et à Grèce les sciences. Ils ont construit une brillante civilisation. Il s'agissait simplement de démontrer que cette civilisation avait donné naissance à l'histoire de l'Afrique. Et quand les Européens, un Norvégien dit « Moi, mes ancêtres viennent c'est Démosthène, le IVe siècle grec », que moi, je puisse dire mes ancêtres, c'est Akhenaton, qui est plus ancien et plus aussi brillant. Et ils l'ont fait et très bien fait, les historiens africains de cette période. Et c'était pour accompagner le mouvement anticolonial, remettre l'Afrique dans l'histoire. Ils vont le faire et le réussir très bien. Et un des plus grands défenseurs de cette ligne, c'était Cheikh Anta Diop, un Sénégalais qui est la personne éponyme de notre université. Donc l'histoire qui va s'écrire également aura ceci de particulier. Dans l'historiographie européenne ou l'idéologie européenne, quand on rencontre en Afrique quelque chose de brillant, comme construction historique ou civilisationnelle, on va dire il faut chercher qui est le migrant qui a fait ça. Soit c'est un Phénicien qui est venu ici, mais ce n'est pas possible que ce soit les Africains, puisque les Africains, ils ne peuvent pas faire ça. Vous découvrez Zimbabwe, il faut trouver quelqu'un qui est étranger à l'Afrique qui l'a fait, mais pas les Africains. Vous trouvez les civilisations de la boucle du Niger, du Ghana au Mali, à Shanghai. Non, ce n'est pas possible que les Africains aient pu construire
quelque chose d'aussi bien organisé et institutionnellement bien organisé, où tous les témoignages s'accordent pour dire que c'était des empires où régnait la paix et le commerce était florissant et tout, il faut chercher l'origine étrangère de ça. Et quand ils trouvent quelque chose qui est négatif, oui, ça c'est les Africains. C'était l'idéologie coloniale. Les historiens qui accompagnent le mouvement nationaliste vont prendre exactement le contre-pied. Quand ils voient quelque chose qui est très négatif, il faut chercher les origines étrangères. Et ça a été quelque chose qui a impacté l'écriture de l'histoire. Et pour venir à notre sujet qui est l'esclavage et la traite des esclaves, l'Europe qui prend l'initiative de la traite va trouver quelque chose de génial comme instrument idéologique de légitimation de la traite des esclaves. Bien sûr, l'opinion européenne est particulièrement au XVIIIe siècle portée par les Lumières. Il faut quand même lui trouver quelque chose de crédible pour pouvoir l'amener à accepter la traite des humains. C'est une Europe chrétienne quand même. Donc, si ces gens sont des êtres humains qui peuvent participer à la rédemption du Christ, c'est pas possible. Maintenant, si on prend les humanistes des Lumières, même s'ils sont athées, c'est des humanistes et il faudra leur démontrer pourquoi on doit soumettre ces gens à une si forte violence qui dénie notre humanité. Il faut trouver une explication. Il faut amener un facteur qui va jouer un rôle décisif dans la construction de l'autre pour légitimer la domination que je lui impose. Et la meilleure façon pour le faire accepter, et c'est une des conclusions à laquelle j'arrive, c'est que le meilleur système de domination, c'est le système de domination qui expulse le rapport de domination de l'histoire. Il ne faut pas que ça soit historique. Il faut le transformer en un rapport naturel ou en un rapport religieux. Si vous arrivez à faire que les dominants acceptent que ce qui les domine ne vient pas de l'histoire, parce que quand ça vient de l'histoire, vous pouvez le détruire. Vous avez été dominé historiquement. Si vous réunissez les conditions qui est capable de détruire le système historique qui vous a mis dans la situation où vous êtes, vous vous libérez.